Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Mathieu Bock-Côté, de Philippe Guibert et du président du parti Écologie Positive, Yann Verling, en espérant effectivement que, soit les écologistes actuels reviennent à la raison et parlent plus d'écologie, soit que d'autres écologistes remplacent les écologistes actuels et parlent enfin d'écologie. En tout cas, on en parle au sommet à Nice, le fameux UNOC, la conférence des Nations Unies sur les océans. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a tout à l'heure dit qu'il fallait surtout pas que ça devienne le Far West. Alors c'est une pique à Donald Trump en premier, parce qu'il a des volontés expansionnistes aussi avec le Groenland. Mais vous-même, comment est-ce que vous la regardez, cette conférence sur les océans? Est-ce que c'est un peu comme les différentes COP, COP 21, COP 22, COP 26? Et puis finalement, on a l'impression que ça bouge, mais tout doucement, ou est-ce que ça peut vraiment être un pavé dans la mare et on peut avancer sur les océans? Moi, je suis plutôt satisfait de voir que on parle enfin des océans, parce que le premier sommet océan, c'était 2017. Oui. Avant, il n'y en avait pas. Oui. Comme s'il n'y avait pas de sujet. Comme s'il n'y avait pas d'océan. Voilà, il y avait un océan bien avant nous, d'ailleurs, notre présence sur Terre, donc humain. Mais donc, on parle enfin des océans. Premièrement. Deuxièmement, c'est le troisième rendez-vous. Il faut se rendre compte, mais j'étais ambassadeur à l'environnement, il faut se rendre compte que mettre d'accord 193 pays, c'est une prouesse de dingue. Surtout aujourd'hui, où vraiment chacun pense n'importe quoi, dans tous les sens, etc. Donc, mettre d'accord des pays, c'est très compliqué. Donc, il faut jamais en attendre trop des conférences internationales. Et donc, quand ça avance, il faut vraiment applaudir des deux mains. Et là, aujourd'hui, je trouve que ça avance. Pas assez, bien sûr, il y a plein de sujets sur la table. C'est un sommet, c'est pas une COP. C'est-à-dire que dedans, il y a comme des tiroirs. On va peut-être avoir un accord sur comment on gère la haute mer, parce qu'il y a des zones de non-droit aujourd'hui dans le monde. Les océans aujourd'hui, il y a des zones littorales qui nous appartiennent. Vous parlez des eaux internationales? Des eaux internationales, c'est une zone de non-droit aujourd'hui. On a essayé de légiférer 1000 fois là-dessus. Les juristes les plus ardus au monde ont essayé de légiférer sur les eaux internationales. Et justement, il y a un accord international qui est en train de voir le jour. Là, il y a des annonces qui vont être faites. Il faut qu'il y ait 60 États qui ratifient. Ouais. On en a 50, 45, 50. Ça va 60 sur certainement 190. se faire. Oui, mais ça suffit pour ratifier. Et après, ça avance. Bon. Donc là-dessus, peut-être qu'on aura moins de Far West, comme dit Antonio Guterres, sur la haute mer. Il y a la question de la surpêche. Là-dessus, moi, j'ai une position qui est de se dire qu'il faut qu'on parle avec les pêcheurs un peu sérieusement. Si on continue à surpêcher comme on le fait aujourd'hui, les pêcheurs scient la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que demain, s'il n'y a plus de poissons, cette activité économique va s'effondrer. Donc il faut qu'on gère le truc. Moi, j'ai en tête... C'est juste démographique, c'est-à-dire que si on tue les parents des petits poissons, il n'y a plus de petits poissons. Voilà. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de normal et logique, mais ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai l'exemple en tête de l'aire marine protégée de Cerbère-Banyuls, que j'ai visité à plusieurs reprises quand j'étais ambassadeur. Là-bas, ils ont mis en place un dialogue avec les pêcheurs qui a fini par aboutir. Il n'y avait quasiment plus de mérous dans cette aire protégée, dans cette aire marine, il n'y avait plus de mérous. Ils ont mis en place une aire protégée avec les pêcheurs. Aujourd'hui, il y a de nouveau du mérou. Et on peut de nouveau consommer du mérou dans les restaurants à Banyuls. Il est un peu plus cher qu'autrefois. Ah, bah ça, le poisson aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi payer le juste prix. À une époque, le vendredi, on servait du poisson parce que c'était soi-disant moins cher. Et du coup, dans la tradition catholique, on mangeait ce qui était le moins cher, poisson le vendredi. Maintenant, on mange des œufs parce que le poisson est plus cher que la viande. Mathieu Bock-Côté. Alors, restons à table. Oui, c'est quelque chose que vous aimez bien. Vous avez évoqué donc la question du poisson. Je me permets de faire un lien avec une question qui touche l'écologie, me semble-t-il, du point de vue d'un non-militant. La question de la viande. Alors aujourd'hui, il y a une forme de mode vegan, appelons ça comme ça, qui nous dit il faudrait nous délivrer peu à peu de l'alimentation carnée. Premier élément, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut. Mais plus encore, remplacer la viande, par exemple, une forme de viande de synthèse, de viande de laboratoire, qui serait pas de la vraie viande, mais c'est je sais pas. Le truc chez Tricatel, là, c'est l'aile ou la cuisse, là, que vous nous faites. Non, mais en fait, non, cette espèce d'idée qu'on va sacrifier... Le steak de soja? Non, même pas. On va sacrifier cette tradition profonde qui est la chasse, ainsi de suite, la consommation de viande, pour aller plutôt vers la viande artificielle. Voilà, c'est le terme qui me manque. Est-ce que, d'un point de vue écologique, cette préoccupation habite votre esprit? Vous voyez bien, on est toujours dans la même histoire que quand on est dans l'excès et dans la caricature, on perd tout le monde. On perd tout le monde. Si l'écologie, c'est plus de viande du tout, on perd tout le monde. Enfin, on perd une très très grande partie des gens. Et moi, je suis un démocrate. Je veux faire convaincre la majorité. Et la majorité n'est pas végane.
En France, comme ailleurs dans le monde, la majorité des gens, ils sont peut-être pas totalement des viandards non plus. Ils mangent un peu de viande de temps en temps. Moi, j'en mange aussi. Donc, le sujet, c'est pas est-ce qu'on mange ou pas de la viande. Le sujet, c'est comment on produit une viande qui soit moins impactante sur la planète. C'est ça le sujet. Mais manger de la viande n'est pas un problème en soi. Enfin, moi, j'ai discuté avec des militants de la cause animale. Moi-même, je l'ai été pendant longtemps. Par exemple. Pas lui, mais d'autres plus raisonnables et plus sympathiques. Et franchement, la plupart admettent quand même que tuer un animal, que la mort dans le monde animal, c'est une chose absolument normale. On meurt tous, c'est pas le sujet. C'est peut-être la souffrance animale qui est un vrai sujet. La souffrance animale. Faut pas faire souffrir les bestioles quand on les élève ou quand on les tue. Ça, c'est normal de faire attention à ça. Mais tuer n'est pas un problème. Petite question, vous parlez de la question de la souffrance animale. Est-ce que ça impose la question de l'abattage rituel aujourd'hui, par exemple le halal? Absolument. Moi, j'ai aucun problème pour dire aujourd'hui que cette pratique n'a pas lieu d'être normalement dans un pays comme le nôtre, dans un continent comme l'Europe, où on a des règles. Notamment, on a aujourd'hui des directives européennes. Dans un continent civilisé. Sur le bien-être animal, aujourd'hui, il y a des directives européennes. Et ces directives européennes ne sont pas appliquées dans le cas de ces traditions qui, à mon avis, n'ont pas leur place dans les abattoirs en Europe. Je reviens sur la question identitaire des écologistes, le nucléaire. Où est-ce que vous en êtes, vous, sur le nucléaire? Est-ce que vous continuez le discours écologiste qui est de dire il faut se passer du nucléaire à plus ou moins court terme ou long terme? Est-ce que c'est encore raisonnable de tenir cette position? Moi, j'ai évolué sur la question. J'ai été anti-nucléaire pendant des années quand j'étais jeune, et depuis quelques années, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je pense que aujourd'hui, pour produire l'énergie dont on a besoin, d'abord, elle doit être décarbonée. C'est l'essentiel de ça. Le sujet, c'est comment on décarbone l'énergie, la production d'énergie. Et aujourd'hui, la France a une chance folle, c'est qu'on a justement cet outil qui est le nucléaire, qui nous permet d'avoir une électricité qui est la plus décarbonée du monde. Donc ça, on répond déjà à cette question avec le nucléaire. Après, moi, je pense que si on veut, comme certains le disent, se passer complètement du nucléaire, bien sûr, on peut réduire nos consommations, et on le fait. La France réduit ses consommations énergétiques régulièrement, et l'Europe aussi. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer de produire d'ailleurs de l'énergie. En plus, on dit qu'il faut plus d'électricité pour décarboner. Donc, il faut électrifier les maisons, les voitures, etc. Donc, il faut plus d'électricité. Moi, je ne suis pas pour couvrir le pays tout entier de panneaux photovoltaïques et de champs éoliens. Les Français ne le veulent pas. Moi, je ne le veux pas non plus pour des raisons de paysage et de biodiversité. Donc, je trouve que le compromis, il est bon, là, aujourd'hui, entre une bonne part de nucléaire et une part d'énergie renouvelable. C'est un équilibre. Quel rôle voulez-vous jouer aujourd'hui, Yann Verling? Vous êtes président du parti Écologie Positive. Est-ce que vous voulez vous faire connaître ou faire élire? Quel est le but du jeu pour faire avancer l'écologie tel que, agréablement, je pense, Mathieu, Philippe et moi, nous vous écoutons dans ce studio, on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à un écologiste raisonnable qui pense vraiment ce qu'il dit, et quel est, comment dirais-je, est-ce que vous pourriez faire un acte de foi, comme quoi, une fois que vous serez élu, vous parlerez pas d'autres sujets comme le font les écologistes d'aujourd'hui? D'abord, je suis déjà élu. Je suis vice-président de la région Île-de-France. Non, mais je sais bien, mais est-ce que vous voulez un exécutif régional? Un mandat de député, pourquoi pas, mais c'est parlementaire, c'est moins dans la recherche de compromis que d'être dans un exécutif comme je le suis aujourd'hui. Donc, pardon de vous le dire, mais je ne vais pas faire différemment demain que ce que je fais déjà aujourd'hui dans les responsabilités qui sont les miennes. Et donc, bien évidemment que moi, j'aspire à ce qu'en France émerge enfin une force politique écolo qui soit à l'image des Grünen, c'est-à-dire une force politique, une écologie de gouvernement. On n'a pas ça en France aujourd'hui. On n'a que des gens qui sont contre tout, et ça ne fait rien avancer. Monsieur Bock-Côté. Vous en avez peut-être le souvenir, c'était il y a 2 ans, Hugo Clément, figure connue de ce combat, s'était fait reprocher très sévèrement par ses compagnons de lutte, ses compagnons d'armes, d'avoir participé à un événement de Valeurs Actuelles, en disant, en acceptant de parler aux gens de Valeurs Actuelles, vous parlez à ce que la gauche appelle l'extrême droite, et dès lors que vous leur parlez, vous vous contaminez. Est-ce que, selon vous, les figures importantes du mouvement écologiste doivent parler à tous, je dirais, de Reconquête à LFI, donc j'intègre vraiment tout le monde, du RN au Parti socialiste? Est-ce qu'il faut parler à tous ces gens, ou est-ce que pour vous, la conversation démocratique s'arrête à un certain seuil? Ça dépend de quoi vous parlez. Est-ce qu'on parle de faire des coalitions politiques avec des partis qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche? Là, pour moi, la réponse est non. J'ai effectivement des bornes politiques, moi, dans ma tête. C'est pas LFI, c'est pas RN, ça c'est clair. Mais après, il y a des électeurs derrière ça. Ça, c'est autre chose. Vous mettez LFI et RN dans le même sac? Moi, j'étais candidat aux législatives, j'ai mis le RN et le LFI dans le même sac. Pourquoi? Oui.
Parce que je refuse les deux populismes. Je les refuse. Mais ils n'ont pas grand-chose à voir, les filles. Non, bien sûr, c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est la même chose. Je dis que le populisme est un poison pour la société. Mais corrigez-moi, mais le RN a cherché à s'approprier la question environnementale. Je réponds à votre question. Derrière, il y a des électeurs. Et précisément, moi, je pense que quand on reste entre soi, et c'est ce que beaucoup d'écologistes font, ils se parlent entre eux. Et c'est la surenchère permanente. À qui plus radical écolo tu seras, mieux tu seras considéré par tes militants. Moi, je n'ai pas ce problème aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut parler à tous les Français, y compris ceux qui peuvent voter pour des partis d'extrême droite. Y compris ceux qui se présentent pour ces partis. Mais ce sont leurs représentants. Donc ce que j'entends par là, c'est que le RN a un programme environnemental, par exemple. Est-ce que vous le prenez aussi au sérieux que le programme environnemental des socialistes? Je le regarde, je le challenge, je le regarde et je le discute. À froid, comme on dit. Bien sûr, avec objectivité. Moi, j'ai pas de problème pour regarder tout ça. Surtout si, justement, il y a prise dans la société aujourd'hui. Et il y a prise dans la société sur un certain nombre de discours un peu anti-écolo, voire très anti-écolo. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Merci beaucoup Yann Verling d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1, président du parti Écologie Positive. Et puis quand on a parlé de vegan, j'ai pas pu m'empêcher de me rappeler de cette scène dans Coup de foudre à Notting Hill, lorsqu'il y a cette femme à table qui dit qu'elle refuse de manger des carottes parce que ses carottes ont été assassinées. 20h43 sur Europe 1.